Merci de nous rester fidèles. C'est pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons de la prestation de serment du président togolais Faure Gnassingbé qui a donc prêté serment aujourd'hui pour un nouveau mandat de 5 ans. Va-t-il tenir ces nouvelles promesses de campagne dans le contexte du coronavirus? C'est le sujet central dont nous débattons avec deux invités, le professeur Essor Hanam Bachana, il est historien, enseignant-chercheur, directeur de la recherche et de l'innovation à l'université de Lomé, et docteur, voilà. Il semble qu'on m'écoute maintenant. Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de New World Forum. Nous parlons de la prestation de serment du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, cérémonie terminée il y a quelques minutes. Nouveau mandat donc de 5 ans. Va-t-il tenir ses promesses de campagne, le chef de l'État togolais, dans le contexte du coronavirus? C'est ce dont nous parlons avec deux invités. Le professeur Essor Hanam Bachana, il est historien, enseignant-chercheur, directeur de la recherche et de l'innovation à l'université de Lomé. Merci professeur d'être avec nous. C'est plutôt moi qui vous remercie. Avec vous, docteur Foli Gada Ekwe, historien, politiste, il est enseignant-chercheur aussi à l'université de Lomé. Donc, je rappelle que les téléspectateurs peuvent participer maintenant à l'émission en posant des questions sur nos réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et notre compte Twitter. Les numéros vont s'afficher à l'écran. Professeur Bachana, avant la pause, nous étions en train de parler de la contestation. Et pour donc résoudre ce problème, maintenant qu'il a prêté serment, que doit-il faire, le chef de l'État togolais? Discuter avec les autres, engager un nouveau dialogue ou continuer la route du développement? Je pense qu'on ne peut pas continuer la route du développement lorsqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas sur cette route. Et il a dit, me semble-t-il, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur les différents engagements qu'il a pris lors de la campagne, mais il me semble que ses porte-paroles et lui-même ont insisté sur ce qu'ils ont appelé la gouvernance concertée. Cette gouvernance concertée suppose donc alors qu'il y a une sorte de discussion, de dialogue entre les acteurs politiques, de sorte que les projets qui vont être proposés pour la mise en œuvre puissent avoir l'adhésion de tous. Politiquement aussi, il n'est pas très bien que sur le plan international, l'on continue par parler de l'élection qui est déjà vidée. Et c'est pour ça que je pense, en toute humilité et dans un caractère scientifique, que le pouvoir a intérêt à discuter, non pas forcément exclusivement avec la dynamique Kodjo, mais avec tous les acteurs, de sorte que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de l'édifice Togo. Nous allons prendre une première question de notre téléspectateur qui est au 96 51 30 30. 96 51 30 30. Alors, il dit, en janvier, le candidat Agbeome a annoncé la compilation des résultats où 2 serveurs seront installés dans 2 pays différents. Son responsable de la communication a confirmé cela 2 jours après, mais je m'étonne que dans le recours qu'Agbeome qu'on lui a formulé à l'endroit de la Cour constitutionnelle, ce n'était que du littéraire. Où sont les preuves de sa victoire? C'était une promesse de campagne. Il faut qu'Agbeome ne se moque pas des Togolais. Où sont les PV qu'il a su compiler et qui consacre sa victoire? Même l'ambassadeur des États-Unis était à la cérémonie d'investiture tout à l'heure. Donc, au lieu de maudire Monseigneur Kodjo, ne peut-il pas proclamer les vrais résultats qu'il détient et rendre publics les procès-verbaux? C'est ce que notre téléspectateur au 96 51 30 30 nous dit. Docteur Ekwe. Oui, je crois qu'il nous paraphrase. Il nous a paraphrasé. C'est ce que nous étions en train de dire tantôt. C'est-à-dire que nous sommes dans un domaine où on ne peut pas faire les imprécations. Vous avez gagné, vous avez les preuves matérielles et formelles que vous avez gagnées, vous les soumettez à l'autorité compétente. Les procès-verbaux qui attestent la victoire de Agbeome Kodjo n'ont jamais été déposés dans le cadre de son recours. Ceci est une carence fondamentale que l'équipe de la dynamique Kodjo aurait pu éviter. Alors, je sais que certains partis d'opposition, dont des responsables comme le professeur Aimé Gogué, ont eu à faire des démarches pour essayer de rassembler l'opposition traditionnelle autour
de M. Agbeome Kodjo afin de le soutenir. Et je crois que dans le cadre de cette démarche, ils ont demandé à l'équipe de Agbeome Kodjo, vous avez gagné avec combien exactement? Avez-vous les preuves de la victoire? Parce qu'on ne peut pas, nous tous, nous embarquer dans une aventure où on n'est même pas certain que vous avez gagné. Je crois qu'il y a eu des écrits du professeur Gogué où il dit qu'il n'a jamais eu les preuves. Du coup, tout le monde se demande, à l'heure où nous parlons, sur la base de quoi le candidat de la dynamique Podjo dit partout qu'il a gagné. Lorsqu'on nous parle de serveurs qui sont à l'étranger, je sais, nous savons tous comment fonctionnent les serveurs. Les serveurs font de la réception, de la computation de données. Ça veut dire que de toutes les manières, il a des données. Même si des données qui ont été computées à l'étranger passeraient très difficilement dans le cadre d'un recours qui se ferait au Togo, mais quand même, en off, comme on le dit souvent, ou politiquement, il a des arguments, il a des preuves. Le problème ici, comme le dit notre téléspectateur, personne n'a jamais eu les preuves, vu les preuves de la victoire d'Agbeome Kodjo. Et c'est ce qui fâche même les plus grands soutiens du candidat de la dynamique Podjo. Professeur Bachala, est-ce que vous avez... Je pense qu'au-delà, enfin, en sus de ce que le collègue a dit, moi, je voudrais revenir un peu sur la question du positionnement de l'ambassadeur des États-Unis. Et relativement, vous l'aviez dit, il demandait, si possible, le comptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Je rappelle qu'il s'agissait bien d'un souhait qui est en dehors des prescrits du code électoral. Et il me semble, dans ce contexte-là, probablement, il faut l'envisager pour le futur. Mais il faut aussi reconnaître que même les États-Unis ont reconnu la victoire du président Faure. Même s'il n'y a pas eu une lettre de félicitation officielle, il y a quand même une félicitation du président américain lors de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo. On ne félicite pas un président illégal. Sur ces questions-là, en évacuant définitivement la question de j'ai gagné ou je n'ai pas gagné, il me semble que, effectivement, lorsque vous voulez apporter, enfin, vous devez pouvoir apporter les preuves de ce que vous avez gagné ou de ce que vous avez perdu, de sorte que vous soyez plus crédible. En définitive, et je l'espère, et je le dis encore, il me semble que la question aujourd'hui fondamentale n'est pas celle de l'élection du 29 février 2020. La question est le positionnement pour les autres élections. Et même en cela, il me semble que la stratégie n'est pas la bonne. Nous allons prendre la question du 91 93 62 04. 91 93 61 04. Sur le plateau, je ne sais à qui s'adresse la question exactement. On m'a dit à la droite du journaliste. Très beau. Est-ce que vous ne rêvez pas de devenir un jour président du Togo? Nous, on rêve. Nous sommes aussi intellectuels. Nous avons aussi la capacité de diriger ce pays, donc on a besoin de l'alternance. Notre téléspectateur nous dit qu'il a soif de l'alternance. Docteur Ekoul. Oui, je ne pense pas qu'il ait plus soif de l'alternance que nous-mêmes qui sommes ici. Il a été démontré que presque tous les acteurs au Togo veulent qu'il y ait une alternance. Et nous savons tous aussi que l'alternance peut être le début d'un processus à regretter, comme le début d'un processus d'or. C'est pour cela que l'alternance, vu l'histoire que nous avons connue, l'histoire du Togo, on voudrait assortir notre alternance de certaines conditions. Et on ne veut pas que l'après-alternance soit pire que l'avant-alternance. Je rêve, comme lui, de devenir un jour président de la République du Togo. Ah bon? À partir de l'instant où je suis un citoyen, comme tous les autres, comme lui-même, et les conditions au Togo existent pour qu'il y ait l'alternance. Nous sommes dans un système pluraliste où les partis politiques peuvent s'organiser. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir les 2 tours à l'élection présidentielle. Nous avons des institutions qui s'occupent de la proclamation des résultats. Et je crois que le travail qui doit être fait par les partis politiques pour prétendre avoir gagné des élections
n'est toujours pas fait. Et s'il y a une grande leçon à tirer de l'expérience de la 4e République, c'est les politiciens opposants qui, en grande partie, qui doivent faire ce travail de ce qu'on appelle généralement de retour d'expérience, n'est-ce pas, et de résumé de leur parcours, afin de tirer les leçons, de dire, nous n'avons pas, comme le disait tantôt le collègue, on ne couvre pas le territoire. Les élections, c'est complexe. Il faut couvrir le territoire, il faut avoir les éléments d'avoir gagné pour prouver qu'on a gagné. Et ce sont les carences qui font qu'aujourd'hui l'opposition est toujours à la traîne. Professeur Bachelin, est-ce que vous rêvez de devenir président vous aussi? Oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que nous posons mal le débat. Nous posons extrêmement mal le débat. Et j'en parlais avec mes étudiants il y a un moment. La question n'est pas fondamentalement, est-ce que quelqu'un a fait 15 ans au pouvoir et il veut faire 5 ans de plus, ou si il a fait 50 ans ou pas. Mais la question est de voir quelles sont les stratégies que nous mettons en œuvre pour véritablement gagner l'élection. Il me semble que, en tout cas de mon point de vue, le problème de l'alternance, il est connu. Tout le monde rêve de l'alternance. Mais bien évidemment, une alternance qu'on ne regrettera pas. Mais l'alternance aussi ne va pas être donnée. Elle doit être arrachée, elle doit être acquise. Et dans un contexte où nous avons fait le choix d'une démocratie électorale, travaillons pour que cette alternance-là, nous l'ayons au travers des urnes. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous ne travaillons pas suffisamment, ou en tout cas ceux qui rêvent de cette alternance ne travaillent pas suffisamment ou ne créent pas suffisamment les conditions pour. Nous allons répondre au 92 06 28 80. 92 06 28 80. Bonsoir, cher professeur. Grand merci pour ce débat très intéressant. Mon inquiétude est ceci. En suivant le discours du président de la Cour constitutionnelle, on a l'impression qu'il a transformé l'investiture en congrès du parti uni. Est-ce que ce discours du président de la Cour constitutionnelle n'est pas une prise de position? C'est Georges Namesso qui nous écrit. Nous n'avons pas vraiment eu la chance de suivre ce discours du président de la Cour constitutionnelle, étant ici au plateau durant l'investiture. Alors, docteur Rico, est-ce que vous avez eu vent de ce discours du président de la Cour constitutionnelle? Non, et étant ici, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas pu suivre ce discours et il nous serait très difficile de nous exprimer à propos. Alors, on va passer à une autre question. 92 88 30. 92 88 30. Salut au forum. Serment du président. Félicitations au président. Ma question, c'est de savoir si le Togo opte pour une alternance présidentielle, n'arrangerait-il pas tout le peuple togolais? Il me semble qu'on a répondu d'une manière ou d'une autre. C'est ce que nous sommes en train de dire. L'alternance, elle est voulue par tout le monde, mais travaillons pour que les conditions de cette alternance soient favorables. Oui, si vous permettez. Oui. J'aimerais attirer l'attention des spectateurs et surtout de ce citoyen sur une dimension de la démocratie dont on ne parle presque jamais. C'est-à-dire, on fait passer le message que le peuple a le pouvoir souverain, le peuple va élire. Une fois que vous êtes élu par le peuple, vous devenez président. On oublie que le peuple, c'est la base de la pyramide. Mais entre la base de la pyramide et le sommet, il y a des corporatismes, il y a des groupes, il y a des groupes de pression d'intérêt que l'on enseigne en sociologie politique. Lorsque vous entendez par exemple des responsables d'un certain niveau vous disent ou vous dire que tel monsieur aurait gagné les élections, mais il n'a pas la capacité de prendre le pouvoir. Ça doit faire réfléchir les politiciens. C'est-à-dire que vous, le peuple, vous a élu peut-être, mais les relais du peuple qui sont proches du sommet de la pyramide, le pyramidium, ne vous sont pas favorables. Donc lorsque nous disons que les opposants ou les candidats aux élections présidentielles doivent faire un travail plus profond, plus sérieux, on attire leur attention sur ces relais, n'est-ce pas, de la souveraineté populaire qui sont plus proches du pyramidium, sur lesquels ils doivent travailler. Si une grande partie de l'armée n'est pas d'accord avec vous,
Le peuple peut vous avoir élu au pourcentage que vous voulez, mais politiquement parlant, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir. Et on ne sait pas comment l'expliquer. Si une certaine plaque internationale n'est pas d'accord avec vous, et une plaque qui a des moyens dans votre pays, qui dispose d'un nombre incalculable d'espions, vous savez comment ça se passe, et qui ont des intérêts en jeu, ne sont pas d'accord avec vous, le peuple peut vous avoir élu. Vous ne serez pas président. Et ça, c'est le travail que les futurs prochains candidats aux élections présidentielles devraient faire. Vous mettez le peuple dans la poche, mais travaillez pour qu'il y ait un consensus politique de haut niveau autour de votre figure qui vous permettra, au moment venu, lorsqu'on vous aura élu, que ces pouvoirs vous disent « Ok, c'est bon, on peut organiser la passation ». Une autre question au 92 43 48 43 92 43 48 43. Il nous pose deux questions. La première, le maintien d'un seul régime politique pendant des décennies au pouvoir peut-il être considéré comme un critère de vitalité démocratique? Sa deuxième question, quel droit doit utiliser les emblèmes de la République togolaise? Professeur Bachana. Je vais répondre à la deuxième question, la question des emblèmes. Et il me semble que c'est une question extrêmement importante, puisque ce sont ces emblèmes-là qui sont les éléments matériels sur lesquels se fonde un pouvoir, se fonde une nation. Et il le disait en introduction qu'il y a une institution, il y a un État qui a la primauté de l'utilisation de ces emblèmes. C'est extrêmement important de le souligner. Maintenant, par rapport à sa première question, où il demandait si le maintien d'un seul régime témoigne de la vitalité d'une démocratie, nous le disons et nous le répétons, nous posons mal le problème. Et parce que nous n'avons pas diagnostiqué le vrai problème, nous n'allons pas trouver les bonnes solutions au vrai problème. Le vrai problème du Togo n'est pas fondamentalement la question de celui qui est au pouvoir ou de la question de celui qui n'est pas au pouvoir. C'est comment on fait pour accéder au pouvoir. Et pour reprendre ce que le collègue a dit, même si ce n'est pas dans les mêmes termes, il me semble qu'il est important de savoir qu'on ne gagne pas une élection, on ne devient pas président, tout simplement parce qu'on a une masse derrière soi. Au-delà de la masse qui est importante et qui détermine, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut compter. Et ces éléments sont extrêmement importants lorsque vous arrivez au pouvoir dans la gestion aussi. Même si, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, relativement à l'armée, il me semble qu'il ne faut pas désorienter les téléspectateurs. Au Togo, et je l'ai dit sur une tribune, l'armée togolaise est une armée républicaine. Le jour où vous le présenterez à un autre chef d'État, je suis convaincu que cette armée se soumettra à ce pouvoir civil. Maintenant, c'est les conditions d'élection de ce chef d'État. C'est la manière dont les choses se passent. Et pour moi, et il faut le dire, le marteler, si nous voulons une alternance qui est synonyme d'un changement de la personne au sommet de l'État, travaillons mettons les chances de notre côté. Il peut s'agir d'une alternance parce que le parti qui a gagné a proposé un autre candidat, mais il peut s'agir aussi d'une alternance parce que le candidat qui a été proposé a été battu par une autre. Mais les conditions de l'organisation, je pense que c'est extrêmement important et nos politiques qui nous entendent doivent prendre note. Et ils le savent déjà. Non, on va répondre à M. Tagba de Kara, Richard Tagba, qui nous écrit au 91 62 16 67. Bonjour le plateau et merci pour votre émission. Je pense que les questions des téléspectateurs doivent être orientées vers le sens et la portée du thème inscrit au débat des invités, non des attaques comme constaté tout à l'heure de la part d'un citoyen. Si l'alternance est de dégager un président parce qu'il est Nyansingbe, il me semble qu'on n'a rien compris de l'alternance et donc voilà, pour lui, ça risque de ne pas venir demain. Bon, c'est une appréciation subjective. Et il y a une procédure pour accéder au pouvoir et que nous travaillons dans le sens de ces procédures pour qu'un jour l'alternance soit possible.
Si vous permettez, j'aimerais juste faire un ajout à la question des emblèmes. Que, en fait, il n'existe pas d'interdiction à l'emploi des emblèmes de la République. Tout le monde peut employer les emblèmes de son pays. Aux États-Unis, le drapeau est mis presque partout. Nous avons des macarons, les emblèmes, nous les avons tout le temps. La condition, c'est qu'on ne peut pas les employer ni en substitution de l'autorité légitime, ni contre l'autorité légitime. C'est quand vous respectez ces deux conditions, les emblèmes, c'est pour nous tous. Les emblèmes appartiennent à nous tous. Ne l'employez pas en substitution de l'autorité. Ne l'employez pas contre l'autorité. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, dans notre tragédie électorale de février. On va passer au 91 71 24 39. 91 71 24 39. J'aimerais intervenir dans votre débat. Il faut être clair dans les choses. 1. Pourquoi UNIR ne veut pas faire les comptes, ne veut pas compter les voix bureau de vote par bureau de vote pour attester sa victoire si vraiment il a gagné. 2. Que disent les chiffres avancés par la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle? Pourquoi ce grand écart entre les chiffres de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle? Professeur Bachana. Sur la question du comptage des voix bureau de vote par bureau de vote, il me semble que nous avons déjà répondu à cette question. Cela n'est pas prescrit par le code électoral et il peut s'agir d'un souhait en termes d'amélioration à apporter au prochain processus. Relativement à la deuxième question, qui parle de... La deuxième question parle de la différence entre les chiffres proclamés par la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle. Non, mais je pense que la Cour constitutionnelle a pour rôle de proclamer les chiffres définitifs en lien avec les chiffres provisoires qui lui ont été soumis par la CENI. C'est d'ailleurs une bonne chose que la Cour constitutionnelle corrige les éléments ou les chiffres envoyés par la CENI. Ça montre véritablement qu'entre les deux institutions, il y a un travail scientifique qui se fait. Le président de la République, Faure Gnassingbé, président du Togo, qui a prêté serment aujourd'hui, il dit entendre les critiques qui sont formulées contre son régime régulièrement. Pour lui, ces critiques sont parfois exagérées. Il ne se retrouve pas dans la peau d'un dictateur, Faure Gnassingbé, que nous écoutons dans une courte interview. Nous revenons pour en débattre tout de suite. Je pense plutôt que c'est plus une réputation qu'une réalité. Un président ne peut pas être au fait de tout ce qui se passe. C'est pas que je me défausse. Et puis, bon, il y a aussi l'image. Mais si vous avez le temps de vous pencher sur la situation dans notre pays, en lisant la presse, ou etc., très honnêtement, vous verrez que parfois, ces propos ou bien ces appréciations sont exagérées. En tout cas, je ne me sens pas l'âme de dictateur ou quoi que ce soit. Il y avait... La grande majorité pensait que c'est un Gnassingbé, qu'il soit jeune ou vieux, c'est un Gnassingbé, voilà donc le nom. Et une petite minorité, ceux qui peut-être me connaissent mieux, savent que c'est plutôt quelqu'un d'une autre génération. Donc, d'un côté, l'affiliation, et à l'autre côté, un homme qui est de son temps, une femme qui est de son temps. Moi, je fais le choix de la génération, mais je ne peux pas changer mon nom. Peut-être que ça nous colle à la peau. Ça, et puis, il y a... Interview du président de la République. Docteur Ekwe, Faure Gnassingbé est-il dictateur? Non, du point de vue des caractères objectifs qui nous permet de définir le statut de dictature, je ne pense pas que le président Faure Gnassingbé soit un dictateur. Un téléspectateur pense peut-être la même chose que vous au 92 27 91 40. 92 27 91 40. Bonjour et merci pour ce débat très intéressant. Coucou à nos enseignants-chercheurs. Moi, je pense que l'alternance ne se décrète pas, mais elle est méritée. À ce que je sache, je ne vois pas encore quelqu'un capable dans l'opposition au Togo pour réaliser cette alternance. Oui, il met de l'eau dans notre vin. Et nous l'avons dit, nous le dirons toujours, le chemin est là devant tous les acteurs. Les acteurs se mettent au travail
et se confrontent aux réalités du terrain. Et lorsque le travail est bien fait, sérieusement bien fait, je crois que l'alternance sera une récompense qui viendra de façon très méritée. Et vous m'aviez coupé la parole tantôt. Oui. Quand vous répondiez. Oui, non, j'aimerais dire que il n'y a pas que la figure du chef de l'État qui participe de la qualification des régimes ou de la dictature. Il y a la figure, c'est vrai, du chef, mais aussi le système politique et le régime à travers lequel ce chef gouverne. Bien, et nous avons fait du droit comparé, nous comparons un peu le Togo à d'autres républiques, à d'autres pays. Sincèrement, même si nous faisions une comparaison dans le même Togo, du Togo d'aujourd'hui, avec le Togo d'il y a 30 ans, Togo d'il y a 20 ans, et les gens doivent consentir avec nous qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a plus de liberté, et c'est un chemin qui est continu. Le chef de l'État, comme il a dit, peut-être c'est une personne très discrète et la population n'a accès à lui qu'à travers les politiques publiques. Et à partir de l'instant où les politiques publiques ne sont pas vraiment encore parfaites, dans tous les pays du monde, il y a beaucoup de souffrance dans le pays. Les gens s'imaginent que le chef de l'État, qui est le chef de la République, c'est lui qui fait souffrir les populations. Et les gens oublient que c'est une cuisine qui est très large, la République, la gestion de la République. Il y a les ministres, il y a toute l'administration, il y a les citoyens, chacun devant ses responsabilités. C'est ensemble, en conjuguant nos capacités, nos efforts, que nous réussirons à résoudre les problèmes généraux du pays. Sur la question de l'alternance, les gens reviennent toujours. Le chef de l'État l'a dit, il y a un problème de son patronyme qui le suit. Et moi, ça m'a plu de l'avoir vu s'ouvrir sur cette question-là, le dire lui-même. Si ce n'est pas le patronyme, sincèrement, peut-être qu'on pourrait dire, je l'ai déjà dit ici une fois, que nous n'avons pas un mauvais chef d'État. Le patronyme lui joue un mauvais tour, et peut-être aussi le système qui lui permet de gouverner, toute la transition qu'il y a entre lui et les opérateurs finaux qui ont accès à la population. Tout cet attelage-là peut être amélioré en termes de ressources humaines, en termes de procédures et en termes de politique publique. Je pense qu'il faut revenir sur cette question et relever que malheureusement l'Afrique ou l'Africain ne traite pas bien ses dirigeants. C'est très vite. Est-ce que les dirigeants traitent bien les Africains? Oui, non, ce que je veux dire, c'est que fondamentalement, nous reproduisons des schémas venus de l'extérieur. C'est très vite fait de dire tel dirigeant est dictateur. Et malheureusement, c'est ce que nous reprenons et nous reproduisons. En quoi, par exemple, Faure Gnassingbé est plus dictateur que Donald Trump. Mais les Américains ne qualifient pas Donald Trump comme un dictateur. Les médias internationaux, parfois, tendent à caricaturer les présidents africains sous une typologie caricaturale qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est pour ça que je voudrais ici lancer un appel, non pas forcément en faveur du président Gnassingbé, mais par rapport à l'ensemble de nos concitoyens, de faire extrêmement attention dans la caricature. Parce que, oui, les présidents africains, ils ne sont pas forcément plus démocratiques que les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont des dictateurs comme on le dit. On a qualifié Kadhafi de dictateur, on voit ce qu'aujourd'hui la Libye est sans la dictature. Est-ce que vous pensez que les Égyptiens, par rapport à ce qu'ils ont connu, qualifient leur président aujourd'hui de dictateur, ou ce sont les médias, je parle des Égyptiens au-delà des Libyens, Okay, les Égyptiens qualifient leur président de dictateur, ou bien ce sont les médias qui font qu'on a l'impression que, en tout état de cause, je voudrais appeler les uns et les autres à beaucoup plus de lucidité et à beaucoup plus de modération dans la considération qu'ils ont à nos dirigeants. On va, s'il vous plaît, si vous le permettez, juste un petit point, qu'il y a quand même certains événements qui font que les populations pensent que le chef de l'État est mauvais, il est dictateur. Les relais, les opérateurs techniques qui font le relais de la gouvernance, quelquefois ils commettent beaucoup d'abus. Il faut qu'on ait aussi l'honnêteté morale pour le dire. Vous savez que le commandement de l'unité spéciale Covid-19 a été changé
parce que les éléments qui étaient en contact avec la population ont commis beaucoup d'abus. Et c'est ce que nous voyons tout le temps. L'administration, il y a des éléments, ce n'est pas le chef de l'État. Des éléments comme nous, nos cousins, quand ils vont au travail, ils traitent très mal, quand ils sont dans les offices de public relations, ils traitent très mal les populations qui viennent vers eux. Et les gens identifient cela malheureusement au chef de l'État. Donc il faudrait que la gouvernance travaille sur la qualité des relais qui ont à faire directement avec les populations. Voilà. Nous allons répondre au 90 74 34 30. 90 74 34 30. La question est plus ou moins longue. Est-ce qu'on peut résumer rapidement? Alors, il me semble qu'il s'adresse particulièrement à Dr Folly, qui prétend rêver aussi de devenir président dans un pays dont les institutions sont au pas, selon lui, du prince, et où tout est fait aujourd'hui pour maintenir un pouvoir cinquantenaire en place. Accepte au moins qu'il faut être descendant de la famille Gnassingbé pour régner au Togo. C'est ce que nous écrit notre téléspectateur. La souveraineté du Togo, du peuple togolais, lui est arrachée aujourd'hui par la complicité des tenants des institutions de la République togolaise. Le vote du peuple n'est jamais respecté. Dans les années à venir, le taux d'abstention sera très élevé. C'est ce que nous écrit notre téléspectateur. Il y a des éléments objectifs dans ce qu'il écrit. Mais comme nous le disons, nous devons toujours travailler pour l'amélioration de l'existant. Les élections ne sont pas parfaites et il y a toujours dans l'administration, nous le dirons toujours, il y a toujours dans l'administration des personnes qui font abus de leur pouvoir. Et ce sont des choses sur lesquelles la gouvernance doit travailler. Je ne sommes pas aujourd'hui ici pour faire un discours politique pour dédouaner le chef de l'État, ni pour encenser son parti, parce que nous sommes ici en qualité de techniciens. Mais nous disons tout simplement, en comparant le Togo avec d'autres pays, que nous sommes sur un terrain qui va crescendo s'améliorant. Permettez-moi de dire ceci. Les États africains, comme ils disent, les États africains qui ont connu beaucoup d'alternance, comme le Bénin, le Sénégal, ne sont pas forcément économiquement et socialement plus stables que le Togo. Nous savons de par l'histoire des régimes politiques d'Europe qu'avant la libéralisation, il faut la concentration du pouvoir. Je crois que le Togo est l'un des rares pays qui, pendant une bonne période, a concentré une tradition de gouvernance qui, demain, va nous permettre de rebondir parce que l'alternance aura lieu au Togo. Et je ne suis pas d'accord avec le téléspectateur lorsqu'il dit qu'au Togo, pour être président, il faut être fils ou il faut appartenir à la famille Gnassingbé. Ce n'est pas un axiome, ce n'est pas un théorème, ce n'est pas une loi. C'est ce que nous avons vécu jusqu'aujourd'hui. Mais rien ne dit, comme dans le cas de la poule de Popper, de Karl Popper, rien ne dit que demain, il y aura un autre président. Qui sait si ce sera lui-même? Qui sait si ce sera Dr Ekwe? Et puis il faut aussi dire, par rapport à la conclusion de son intervention, que ce serait une grave erreur que les Togolais s'abstiennent massivement alors qu'ils veulent le changement. Oui, ça c'est un autre débat. On y reviendra. 96 19 39 39. 96 19 39 39. Professeur Badjana, bonsoir. Et à moi d'ailleurs, merci. Et aux honorables enseignants-chercheurs. Ma question est la suivante. Alors, comment expliquer que l'opposition, depuis l'avènement de la démocratie, malgré bien qu'elle clame avoir gagné les élections législatives et les présidentielles, comme celle de 2020, n'a jamais pu fournir de preuves probantes pour étayer sa contestation dans les différents recours adressés à la haute cour. L'exemple le plus surprenant est celui d'Agboyomé, qui a promis et vociféré pendant les campagnes être capable de déjouer la machine de la fraude en place par son adversaire qu'il connaît bien d'ailleurs. Croyez-vous qu'on a une opposition vraiment responsable au Togo, professeur Badjana? En termes de responsabilité de l'opposition, moi je ne peux pas apprécier. Mais je constate quand même que nous avons une opposition plurielle. Et effectivement, la question qui va se poser, c'est que depuis le processus démocratique, on va se rendre compte que l'opposition a beaucoup plus travaillé pour se fragiliser que pour fragiliser le pouvoir en place. Et si, nous l'avions dit ici ou ailleurs, si elle veut véritablement gagner l'élection, il faut plus de stratégie. Ici, on le voit, hier aussi, on proclame avoir gagné l'élection sans pouvoir véritablement apporter les preuves.
Nous ne disons pas que les preuves sont réelles ou ne le sont pas. Mais nous disons tout simplement que pour gagner une élection, ici comme ailleurs, il ne faut pas commencer le travail à 2 semaines du scrutin. Alors, 90, 88, 10, 80, 90, 88, 10, 80. Alors, je souhaiterais pour ce mandat que le président de la République s'exprime plus régulièrement sur les événements, qu'il ne soit pas muet comme s'il n'était au courant de rien et que ce soit les ministres qui dirigent seuls le pays. C'est le souhait de notre téléspectateur. Je pense que sur la question, vous aussi, vous avez un très grand rôle à jouer, de même que la cellule communication de la présidence. Docteur Ekwe. Le pays aujourd'hui va connaître un régime de gouvernance un peu différent, c'est-à-dire le modèle décentralisé. Et ça pourra permettre à l'exécutif de mieux communiquer avec la base. Alors, pour vous, quelles sont les priorités de ce nouveau quinquennat? Il a encore 5 ans devant lui, au moins. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire en priorité, professeur Bachana? Non, vous posez là la question de l'engagement que lui-même, ou des engagements que lui-même, il a pris devant le peuple lorsqu'il était en campagne électorale. Et si j'ai bien suivi la campagne et ce qu'ils ont appelé les engagements de fort, on peut les structurer en 5 grandes idées. Il a parlé notamment de la préservation de la paix et de la sécurité. Il a évoqué la question de la gouvernance concertée, la création des richesses pour plus de prospérité partagée, mais également les conditions d'une vie digne pour tous les citoyens. Il est revenu sur le renforcement du capital humain à travers ce qu'il a appelé l'éducation, la santé pour tous. Et puis, il a terminé le 5e point, c'est l'accès universel aux services sociaux de base. On ne peut donc juger et apprécier le mandat qui va commencer aujourd'hui ou qui a commencé aujourd'hui sur la base des engagements que lui-même il a pris. Est-ce que ce sont des engagements réalistes? Est-ce que ces engagements ont tenu compte des priorités nationales? Mais je pense, de mon point de vue, que s'il y a un point extrêmement important sur lequel la gouvernance actuelle doit travailler, c'est la question du social. Et la question du social, pour moi, implique celle relative à la santé. Et d'ailleurs, la crise sanitaire mondiale montre aujourd'hui, en Afrique et particulièrement au Togo, que notre système sanitaire est à reconstruire et à refaire. Fort heureusement que les engagements sont en train d'être pris. Sur le plan de l'éducation, et fort, nous sommes enseignants autour de cette table, il me semble que, véritablement, oui, on peut apprécier les efforts qui ont été faits lors de ces 15 dernières années, mais le président aura à gagner s'il accordait une priorité dans l'éducation. Parce que la question a été claire que l'incivisme gagne du terrain au Togo. Et l'incivisme gagne du terrain parce que véritablement, les citoyens ne sont pas bien formés, les citoyens ne sont pas bien éduqués. Et vous allez voir avec cette crise sanitaire que les conditions matérielles d'une éducation prospère sont encore à rechercher. Et sur ce point, le président doit faire davantage. Il doit faire davantage également sur les questions de l'intégration de l'ensemble de la communauté togolaise au système financier. Et relativement à ce qu'il a appelé la finance inclusive, il me semble que sur ce point, un travail véritable doit être fait, comme il doit l'être aussi sur la question de l'emploi. En sachant que sur ce dernier aspect, c'est-à-dire la question de l'emploi, l'État-providence n'existe pas. C'est pour ça qu'il faut créer des relais de sorte que le tissu économique soit en mesure d'absorber les employeurs, ou plutôt les candidats à l'emploi que nous fabriquons tous les jours. Et Dieu seul sait combien d'étudiants sortent de nos universités chaque semestre, chaque année. Tout ce monde-là espère avoir un emploi. Et si l'État n'est pas en mesure de leur proposer un emploi, il faut quand même que le système leur permette de créer des emplois
et de faire de sorte que la richesse dont il a parlé soit une richesse partagée à l'ensemble du peuple togolais. Alors, docteur Ekwe, ce nouveau quinquennat était structuré autour du programme national de développement. Maintenant, dans le contexte du coronavirus, est-ce que le président de la République peut tenir encore ses engagements? Est-ce que ce PND pourrait être encore d'actualité? Le PND sera toujours d'actualité, bien entendu, mais le gouvernement ne peut plus, en tout cas, exécuter ce programme sans tenir compte des bouleversements économiques que la pandémie du Covid-19 a engendrés, non seulement au Togo, mais dans la sous-région, dans le monde en général. Et je crois qu'un recentrage des termes du PND est dû. Et lorsque nous nous référons aux 5 axes du programme de gouvernance que le président lui-même, pour lesquels le président s'est engagé, je me réjouis de voir qu'il y a une correction dans la communication, correction importante qui a été faite. Et au Togo, dans la dernière année, il y a eu beaucoup de critiques sur le PND, notamment par certaines couches sociales qui considèrent que le PND est un programme qui est en l'air, un programme qui est trop élitiste, un programme dans ces 3 axes, bien entendu, qui n'est pas trop proche des populations. Justement, on remarque que le PND, l'échéance est en 2022, nous sommes déjà en 2020, il n'y a que 2 ans, et beaucoup de personnes ont critiqué les termes du PND. Alors, quand nous prenons les 5 axes qui ont été déclinés par le chef de l'État, voyons qu'il y a une traduction dans des termes beaucoup plus populaires, plus compréhensibles par la population, des objectifs qui sont plus importants, qui ont été extraits du PND. Donc, le PND sera donc forcément relu et dans du réalisme, un certain réalisme. Il y a certains domaines qui auront droit à beaucoup plus de ressources et d'autres non. La santé dont il s'est agi, la sécurité et la paix, important. L'éducation, encore que, il faut savoir ce qu'on veut mettre dans l'éducation citoyenne, la citoyenneté, tout ce qui concerne la gestion des relations dans les domaines qui sont publics, et surtout la répartition de la richesse. La répartition de la richesse est le point 4 qui est assez important. Le peuple togolais a beaucoup d'attentes. Le peuple togolais a beaucoup d'attentes. Et à partir de l'instant où on voit surgir chaque fois de nouveaux riches, les mêmes personnes voient surgir de nouveaux riches et se rendent compte que la richesse n'est pas bien distribuée, ça pose un problème que la gouvernance, heureusement, espérons bien, pourra résoudre. On va prendre encore 2 questions pour conclure cette émission. On va prendre le 233 55 199 70 02. Est-ce qu'on arrive à suivre? On arrive à me suivre. 233 55 199 70 02. Alors, professeur Batinan, pour ce mandat, il va falloir que le président de la République respecte les mots qu'il a prononcés lors de la prestation de serment. Je pense que, selon moi, ce n'est pas le président qui pose problème, mais ce sont les barons et surtout ceux qui gouvernent le pays dans l'ombre, en l'occurrence les ministres d'État fictifs. Moi, je peux pas le dire ici. D'autant plus qu'il n'y a qu'un seul chef d'État que nous avons élu. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le président Faure Gnassingbé. Et c'est lui qui a des comptes à rendre au peuple togolais. Et c'est lui qui doit également assumer. Maintenant, qu'on me dise qu'il est mal entouré ou qu'il est mal conseillé, Faure Gnassingbé n'est pas naïf non plus. Une question, on va rajouter une question et Dr Folly va coiffer ces 2. 90 30 54 64, 90 30 54 64. Salut chers invités, le problème du Togo est celui de la gouvernance. Que ceux qui détournent les fonds soient poursuivis, que les gens rendent compte effectivement que chacun respecte les tests et même dans le camp du régime en place. Oui, c'est l'un des plus grands défis du gouvernement. Des gouvernements. Permettez-moi seulement de dire aux téléspectateurs que ce qui se passe souvent, c'est que quand vous avez à charge un pays à gouverner,
vous avez besoin d'une certaine solidarité politique. C'est-à-dire, vous avez des gens autour de vous qui, quel que soit ce qu'ils font, à cause du ciment politique et de la confiance, de la sécurité dont ils vous entourent, vous ne pouvez pas les remplacer, les sauter comme vous voulez. C'est une pesanteur politique dont peut-être beaucoup ne parlent pas. La réalité, c'est que vous avez un cercle de confiance et des gens politiquement qui sont avec vous. Quand ils font des erreurs, vous devez voir comment les punir. C'est le défi. Au Togo, peut-être que le gouvernement, le chef de l'État, devrait voir en quelle mesure disposer d'une pépinière de ressources humaines, techniques, pouvant être employées, même si l'idée, ce n'est pas de sauter comme des fusibles certains de ses collaborateurs qui fautent et qui font des fautes très graves. On pourra au moins résoudre les problèmes techniques que nous avons en employant de nouvelles ressources humaines que le chef de l'État pourra se créer ou se mettre à sa disposition. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Vous allez terminer avec cette question et conclure là-dessus en 30 secondes, professeur Bachana. Est-ce que la haute autorité de lutte contre la corruption qui est mise en place ici au Togo, est-ce qu'elle peut jouer un rôle pour résoudre le problème soulevé par notre téléspectateur, le problème de la gouvernance, en 30 secondes? Je pense qu'elle n'a pas de choix que de jouer son rôle. Mais il faut également inscrire cette question dans une dynamique beaucoup plus grande, celle de la moralisation de la vie publique. Et il me semble que l'un des éléments fondamentaux sur lesquels on attend le chef de l'État et les gouvernants d'aujourd'hui, c'est véritablement cette déclaration dite du patrimoine et de faire de sorte que, par rapport aux leviers qui sont mis en place au plan national comme international, que la corruption gangrène de moins en moins nos pays. Et il faut aussi relever avec force le rôle que jouent les acteurs de la société civile et insister sur le fait qu'ils doivent véritablement continuer par jouer ce rôle de veille et appeler les autorités à corriger là où il faut corriger, bien évidemment dans le respect des prescrits et de la présomption d'innocence. Merci, cher professeur Bachana, d'être passé ici au plateau. Merci, docteur Folly. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Vous avez été très très nombreux à vouloir participer à cette émission. On n'a pas pu faire passer toutes les questions. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet pour avoir des réponses à vos diverses interrogations. Nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour un autre panel. Nous parlerons de la pandémie du Covid-19. À tout de suite.